Le 3 février marque le 95e anniversaire du Parti communiste vietnamien. Il s'agit d'une date cruciale dans l'histoire du Vietnam. Dès les premiers jours du nouvel an lunaire, les bateaux de pêche sont revenus avec des captures abondantes, signalant une année prospère. Rencontrons en fin d'édition les membres âgés du parti dans une localité à l'extrême ouest du pays qui servent d'exemple brillant pour la communauté locale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. Ce lundi 3 février marque le 95e anniversaire du Parti communiste du Vietnam. À cette occasion, les plus hauts dirigeants du pays se sont recueillis ce matin devant le mausolée du président Ho Chi Minh à Hanoï. Parmi eux figurait le secrétaire général du Parti communiste To Lam, le président de la République Lương Cường, le premier ministre Phạm Minh Chính, ainsi que le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Bẫn. Après cet hommage solennel, la délégation s'est rendue au monument dédié aux soldats morts pour la patrie. Sur place, aux côtés des représentants des forces armées et des autorités locales, ils ont honoré la mémoire des combattants tombés au champ d'honneur, rappelant ainsi l'engagement indéfectible du pays envers son histoire et ses héros. Le 3 février 1930 marque une date cruciale dans l'histoire du Vietnam avec la naissance du Parti communiste du Vietnam sous l'impulsion de Nguyễn Ái Quốc, plus tard connu sous le nom de Ho Chi Minh. Depuis 95 ans, sous la direction du parti, le Vietnam a connu des périodes glorieuses marquées par des tournants historiques majeurs dans le développement du pays. Pendant près d'un siècle, le Parti communiste vietnamien a œuvré sans relâche pour une nation prospère et forte fondée sur la démocratie et la justice. Auparavant, pauvre, le Vietnam a connu une croissance rapide, s'est profondément intégré à la communauté internationale et continue de renforcer sa position sur la scène internationale. Sous la direction du Parti communiste vietnamien, la nation est unie dans son objectif de devenir un pays développé à revenus élevés d'ici 2045, soit au 100e anniversaire de sa fondation. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce lundi après-midi une réunion avec la permanence de son gouvernement pour dresser le bilan des festivités du Nouvel An lunaire et définir les priorités dans les temps à venir. Le chef du gouvernement a salué une organisation réussie du TET, conformément aux directives du secrétariat du parti et du gouvernement. Cependant, dès à présent, les ministères, secteurs et collectivités locales sont appelés à se concentrer sur la mise en œuvre de 13 groupes de tâches et de 67 missions spécifiques. Parmi les chantiers urgents figurent l'accélération des investissements publics, la rationalisation de l'appareil politique ainsi que la protection sociale, notamment par l'élimination des logements précaires et délabrés. Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les mesures déjà approuvées afin de relancer la production, de stimuler les activités commerciales, de créer des emplois et d'assurer des moyens de subsistance durables pour la population. La résolution 57 du Politburo ouvre des opportunités révolutionnaires pour attirer des talents, en particulier les experts et les scientifiques. Dans la mégapole du Sud, les scientifiques et les experts sont considérés comme la force principale du développement de la science, de la technologie et de l'innovation. Ainsi, Ho Chi Minh Ville met l'accent sur l'attraction et l'utilisation des talents grâce à des mécanismes de recrutement flexibles, une rémunération compétitive et la simplification des procédures administratives. En 2024, l'Université des technologies de l'information de Ho Chi Minh Ville n'a attiré qu'un seul scientifique pour enseigner au département de génie informatique. Le problème réside dans les procédures administratives. Pour les personnes âgées et celles ayant des origines étrangères, il est très difficile d'effectuer des démarches administratives. Pour surmonter cet obstacle,
Nous devons disposer d'un mécanisme pour attirer les étrangers et les Vietnamiens d'outre-mer travaillant dans les universités. La résolution 57 a été publiée pour permettre aux universités, aux instituts de recherche et aux entreprises technologiques de recruter, de payer les salaires et de traiter de manière proactive les personnes talentueuses. Nous allons également mettre en œuvre un nouveau programme visant à attirer des assistants d'enseignement, c'est-à-dire des scientifiques vietnamiens qui enseignent actuellement dans les universités ou des scientifiques. Nous devrions également inviter les scientifiques qui collaborent avec les plus grandes entreprises technologiques du monde à contribuer à la science et à la technologie du Vietnam. Bien que Ho Chi Minh Ville ait mis en œuvre de nombreuses politiques révolutionnaires pour attirer des experts et des scientifiques, telles que la résolution 19, la résolution 25 et plus récemment la résolution 27 du Conseil populaire de la ville, avec un traitement exceptionnel. La portée de l'application de cette politique est toujours limitée, car elle se concentre uniquement sur le secteur public et le budget n'est pas assez important. La résolution 57 est une opportunité pour la ville d'accroître son autonomie en matière de recrutement et d'optimiser les avantages existants. Ho Chi Minh Ville recherche des contenus liés aux politiques spéciales du régime avec des ressources humaines hautement qualifiées. Les changements dans le mécanisme politique de la ville seront les conditions pour attirer des experts et des scientifiques dans les temps à venir. En plus de la possibilité d'attirer les talents, la résolution 57 crée une base pour que les localités se développent jusqu'à un niveau de rétention des talents. Ho Chi Minh Ville ne sera pas seulement un centre économique, mais deviendra également un lieu de convergence, de connaissances et d'innovation à la pointe du pays. En 2024, le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux entre le Vietnam et les membres de l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste, le CPTPP, a atteint environ 102,1 milliards de dollars. L'année dernière, l'excédent commercial du Vietnam avec les marchés du CPTPP a doublé par rapport à l'année précédente pour atteindre 9,4 milliards de dollars. Le Canada a été le plus grand contributeur avec 5,48 milliards de dollars, suivi du Mexique avec 4,5 milliards de dollars, soit une hausse de 26% par rapport à l'année précédente. Les relations commerciales avec les membres du CPTPP jouent un rôle essentiel dans l'excédent commercial croissant du Vietnam et contribuent à maintenir la stabilité macroéconomique. En ces premiers jours du Nouvel An lunaire, des dizaines de bateaux de pêche accostent au port de la région centrale. Grâce à une météo favorable, les navires sont remplis de fruits de mer. Les captures abondantes du début de l'année aident les pêcheurs à augmenter leurs revenus. Pour eux, c'est le signe d'une année prospère. Tout de suite, reportage réalisé dans les ports des provinces de Quang Binh et Phu Yên. Le matin du premier jour de la nouvelle année, le pêcheur Nguyen Thuot et son équipage ont accosté au port de Nhiet Lệ avec plus d'une tonne de thon. Selon Thuot, cette pêche leur a permis de gagner près de 300 millions de dong. Lors de cette fête du Tết, de nombreux pêcheurs de la province de Quang Binh sont également partis en mer pour tenter leur chance. Après plus de 6 jours en mer, nous avons attrapé plus d'une tonne de poissons et le prix du marché était un peu plus élevé que d'habitude. Si nous attrapions autant de poissons que cette fois-ci à chaque sortie en mer, nous serions vraiment heureux. Cette année s'annonce comme une belle année pour les pêcheurs. De nombreux bateaux sont revenus avec un stock de 500 à 600 millions de dong. Bien qu'ils ne soient restés en mer que quelques jours, ils ont ramené beaucoup de poissons à terre. Les pêcheurs de Phu Yên célèbrent un début d'année réussi avec une saison de fruits de mer exceptionnelle. 47 bateaux de pêche avec 280 membres d'équipage passent le Tết en mer, tandis que 620 autres bateaux sont prêts à partir au large juste après le Tết. Alors que la nouvelle saison de pêche commence, les pêcheurs se concentrent sur la pêche durable. Ils espèrent que cette année, la Commission européenne lèvera le carton jaune sur les fruits de mer vietnamiens. Nous suivons les politiques du gouvernement en espérant que la délégation de la CE retirera le carton jaune. Cela contribuera à faire monter les prix du poisson et les habitants sont enthousiasmés par cette perspective. Le retour des navires chargés de crevettes et de poissons annonce une récolte abondante.
ce qui motive les pêcheurs à reprendre la mer. Avec des résultats d'exportation records l'année dernière et de nombreuses nouvelles opportunités, le gouvernement a fixé un objectif de croissance de plus de 70 milliards de dollars pour le secteur agricole en 2025. Il s'agit d'un objectif tout à fait réalisable si ce secteur restructure ses produits dans une direction verte et durable. Dès les premiers jours de 2025, le delta du Mekong, le grenier agricole du pays, a accéléré sa production. En 2024, le chiffre d'affaires des exportations de riz du Vietnam a atteint plus de 5,7 milliards de dollars. En 2025, le marché continue de prospérer. Cette usine s'est fixé un objectif de croissance des exportations de 25% par rapport à 2024. L'Europe, le Canada et l'Australie ont encore une grande marge de croissance. Nous encouragerons la production de qualité pour en augmenter la valeur. Outre le riz, d'autres groupes d'exportation clés, tels que les fruits de mer et les fruits visent également une croissance de 10 à 20% en 2025. Actuellement, les usines modifient leurs méthodes de production pour diversifier leurs produits et conquérir davantage de marchés d'exportation. Nous promouvons la qualité des produits et la transformation pour l'exportation vers l'Europe, les États-Unis et le Japon. Nous promouvons activement le commerce pour élargir les marchés d'exportation vers les grands marchés ayant besoin de produits agricoles du delta du Mekong. Dépasser rapidement les 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation est l'objectif que vise le delta du Mekong en 2025. Une organisation efficace de la production, la garantie de produits de haute qualité et la promotion des exportations aideront cette industrie à continuer de prospérer. Tout de suite, notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 3 février. À l'occasion du 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, découvrons dans le reportage suivant l'histoire de membres âgés du parti dans la commune de Sin Thâu, district de Mường Nhé, province de Điện Biên. Comme d'innombrables autres membres du parti à travers le pays, ces personnes dévouées contribuent non seulement à améliorer la vie des populations locales, mais servent également d'exemple brillant pour la communauté de Ha Nhi, dans la province située à l'extrême ouest du pays. Pờ Dân Sinh se distingue comme un agriculteur exemplaire qui apporte à la fois un soutien financier et une expertise agricole aux habitants de sa commune, transformant ainsi le paysage rural de cette région frontalière. Nous devons les progrès d'aujourd'hui à la direction du parti et aux efforts des membres du parti qui ont reconstruit cette localité. D'un lieu de vie nomade et difficile, nous sommes passés des hautes terres aux basses terres pour cultiver du riz. Seul le parti a pu rendre cela possible. Bien qu'il ne soit plus à la tête du comité du parti de Pachai, Lee Xuan-Phu continue de se porter volontaire et de montrer l'exemple dans les activités communautaires. Au petit matin, au tard le soir, il se rend seul dans les villages les plus reculés pour partager ses connaissances avec la population. La prochaine génération doit continuer à développer nos régions montagneuses. Nous devons suivre les directives de l'État et adopter les nouvelles technologies pour aider notre peuple à progresser. Grâce aux contributions de membres du parti comme lui, les habitants de Sin Thâu ont connu des décennies de paix, d'unité et de liens profonds avec le village.
De nombreux jeunes de ma génération sont allés à l'université. Certains ont même étudié à l'étranger. Nous continuerons à travailler dur et à nous efforcer d'amener notre village à des sommets encore plus hauts que la génération précédente. Lorsque les gens font confiance au parti et le suivent, ils se tiennent aux côtés des autorités locales et des gardes-frontières pour protéger la sécurité politique, l'ordre social et la souveraineté territoriale nationale dans cette localité frontalière. En tant qu'exemplaire respecté dans la communauté de Hani, Sing et Phu sont des points d'appui inébranlables des habitants de cette région à l'extrême ouest du pays. Aujourd'hui, le 6e jour du calendrier lunaire, le festival de la pagode Hương a ouvert ses portes dans le district de Mỹ Đức à Hanoï. Le festival de cette année, dont le thème est la pagode Hương, une destination touristique, une culture et une tradition vietnamienne, durera 3 mois. Une amélioration notable cette année est l'intégration par le comité d'organisation des billets de visite et de bateaux, améliorant ainsi la commodité et la transparence du service. Ce matin également, le district de Mỹ Đức a organisé une cérémonie pour annoncer la reconnaissance de la zone pittoresque et des vestiges de la pagode Hương comme zone touristique de niveau municipal. La beauté de la nature et de la vie au Vietnam est toujours une source d'inspiration inépuisable pour les amateurs de photographie. Vu d'en haut, le Vietnam apparaît impressionnant, à la fois familier et étrange, où chaque coin de rue, chaque rivière et chaque forêt raconte sa propre histoire. Explorons tout de suite des images uniques et admirons la beauté éclatante du Vietnam lors des premiers jours du printemps. Le feu d'artifice du réveillon du Tết. La foule animée dans l'ambiance printanière du Nouvel An à la rue piétonne Nguyễn Huệ. Vu d'en haut, les moments colorés du Tết ont été capturés par un jeune photographe. Chaque photo reflète un Vietnam à la fois traditionnel et moderne. Auparavant, j'avais pris des photos de toi à Ho Chi Minh Ville pour rechercher la lumière du ciel. À cette époque, Saigon ne comptait que la tour Bitexco et le Landmark 81 n'avaient pas encore été construits. La ville a beaucoup changé. Je constate que tout au long de ce processus, la ville a évolué dans une direction très positive. Les photos du jeune photographe partageant son voyage sur les réseaux sociaux sont devenues un pont reliant le Vietnam au reste du monde, aidant les spectateurs à voir clairement le développement du pays. Je dois venir ici pour voyager. La nature du Vietnam est si belle. Je vois clairement le développement du Vietnam vu d'en haut. J'habite ici depuis longtemps, mais je n'ai jamais vu Ho Chi Minh Ville sous cet angle. C'est si beau. Le paysage au Vietnam est bien plus beau que je ne le pensais. Je veux que les spectateurs aient une vision plus positive et plus diversifiée du pays. Le Vietnam possède de nombreux paysages magnifiques, on peut y découvrir de nombreuses perspectives intéressantes. Les photos prises d'en haut honorent la beauté de la patrie et dressent le portrait d'un Vietnam riche en identité et en constante innovation. Qu'il s'agisse d'une ville animée ou d'un village paisible, tous se mélangent pour créer une image vivante. L'archerie équestre est une discipline profondément enracinée dans l'histoire glorieuse des anciennes dynasties vietnamiennes. Au-delà d'être un sport qui met à l'épreuve les compétences et la technique, elle représente également un élément puissant de la culture traditionnelle qui célèbre le courage et la résilience du peuple vietnamien. Passionnés par l'histoire et la culture, de nombreux jeunes ont fait revivre cette pratique ancestrale à travers des performances et des séances d'entraînement. Visitons le club d'archerie équestre du Vietnam où de jeunes membres s'efforcent de préserver et de promouvoir cet aspect unique de l'identité culturelle du Vietnam.
Pour moi, le tir à l'arc à cheval est un symbole de liberté et de sérénité. Il me permet de m'immerger dans la nature et de créer des liens profonds avec mon compagnon, qui est le cheval. Cette discipline met en valeur le courage et les qualités uniques du peuple vietnamien, qui sont simplicité, sincérité, modestie et une résilience incroyable. Fondé en 2022, le club d'archerie équestre du Vietnam est l'un des rares établissements à Hanoï à proposer des cours de formation à l'art ancien du tir à l'arc à cheval. Contrairement aux cours de tir à l'arc ou d'équitation classique, le club se concentre sur des techniques adaptées à la compétition et à la performance, plutôt qu'aux courses de chevaux. Même les arcs utilisés sont traditionnels, dépourvus d'amélioration ou de mécanismes de soutien modernes. Pour moi, l'aspect le plus impressionnant du tir à l'arc est la compréhension mutuelle entre le cavalier et son cheval. Lorsque vous montez pour la première fois sur un cheval qui n'est pas habitué à l'arc et aux flèches, il est naturel qu'il se sente confus, surpris ou craintif. L'entraînement consiste à instaurer la confiance et la compréhension jusqu'à ce que le cheval vous soutienne dans votre performance sans hésiter. Plus qu'un simple sport physiquement exigeant qui nécessite de l'endurance et la capacité à créer des liens avec les animaux, le tir à l'arc à cheval sert de plateforme aux membres du club pour exprimer leur passion pour la culture traditionnelle, en particulier les valeurs ancrées dans l'histoire du Vietnam. Dès le départ, nous avons voulu faire comprendre que le tir à l'arc à cheval est plus qu'un sport, c'est un pont vers notre culture et notre histoire. Certains jeunes étudient les armures historiques, tandis que d'autres se plongent dans les armes, comme les lances, les épées, les arcs et les lames des dynasties. Notre club contribue à préserver les anciennes techniques de combat et d'équitation. Pour faire connaître l'image traditionnelle du tir à l'arc à cheval au public, en particulier aux jeunes, le club d'archerie équestre du Vietnam participe activement à des défilés et événements culturels. On peut citer le défilé Bách Hoa Bộ Hành de costumes traditionnels vietnamiens dans le cadre du Festival du design créatif de Hanoï 2024, ainsi que des représentations à la citadelle impériale de Thăng Long et l'événement Hào Khí Đông Hà au centre culturel Trúc Lâm Yên Tử. Trébucher ou résister, porteur des costumes traditionnels, porter le drapeau du club d'archerie équestre du Vietnam et monter des chevaux majestueux suscite un sentiment de fierté sans précédent. Les spectateurs sont émus par l'image des guerriers à cheval, vêtus de costumes traditionnels et défilant avec des drapeaux. Les gens pensent souvent que les archers à cheval sont des personnages qu'ils n'ont vus que dans les séries historiques chinoises ou étrangères. L'image d'artistes vietnamiens suscite un élan de fierté nationale. À l'ère du numérique, où les gens sont constamment interpellés par l'électronique et les smartphones, l'archerie équestre offre un moyen de renouer avec la nature et suscite l'envie d'en savoir plus sur l'histoire de notre nation ainsi que ses victoires héroïques contre les envahisseurs. Au-delà de son importance historique, le tir à l'arc à cheval a le potentiel d'évoluer vers un art du spectacle mettant en valeur une partie dynamique de l'identité culturelle du Vietnam sur les scènes mondiales. Le tir à l'arc à cheval est un sport, mais il ne s'agit pas de performance compétitive. C'est un échange culturel. Les compétitions internationales mettent en valeur les costumes, les danses et les chants traditionnels de diverses cultures. Notre rêve est de représenter le Vietnam lors de compétitions mondiales d'archerie équestre dans des pays comme la République de Corée, l'Indonésie, la Malaisie et la Pologne. Gagner n'est pas le but, le simple fait de participer et de faire connaître notre culture au monde nous apporte suffisamment de joie. Nous envisageons de former une équipe nationale, de rejoindre la Fédération mondiale de tir à l'arc à cheval et de regarder nos jeunes concourir sous le drapeau du Vietnam en tenue traditionnelle. Nous diffuserons l'esprit et l'essence de la culture vietnamienne à nos amis du monde entier. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.